que c'est une très belle idée que deux think tanks, Montaigne et Terra Nova, qui n'ont pas toujours les mêmes points de vue sur tous les sujets, réfléchissent ensemble à l'avenir de notre enseignement supérieur. C'est une question d'intérêt national, c'est une question qui me passionne et dont j'ai eu le privilège d'être en charge 2 fois comme ministre et une fois évidemment comme chef du gouvernement. Et vous comprendrez que je commence par dire un petit mot sur l'action passée. Nous avons élaboré, et j'imagine que le sujet a été évoqué déjà ce matin, cet après-midi, avec Valérie Pécresse, la loi destinée à donner une véritable autonomie aux universités. Cette loi qu'on disait impossible, explosive depuis des décennies, a été promulguée le 10 août 2007. Entre la nomination du gouvernement et la publication de la loi, il s'est passé moins de 3 mois. J'en retiens une première leçon qui vaut très au-delà de la question qui vous réunit aujourd'hui. Dans un quinquennat, les réformes majeures doivent être réalisées dans un délai très court. Le premier article de la loi fixait les missions du service public de l'enseignement supérieur, la formation initiale et continue, la recherche, mais aussi troisième mission, l'orientation et l'insertion professionnelle qui devenait, je veux insister sur ce sujet, une obligation nationale pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et puis pour la première fois depuis la loi de 1968, les universités étaient dotées d'une gouvernance forte autour de leur président et recevaient la maîtrise de leur budget et de la gestion de leurs emplois. Les autres dispositions sont connues, un conseil d'administration resserré de 20 à 30 membres maximum pour permettre des délibérations sérieuses et une véritable prise de décision plutôt que des bavardages interminables sur des points mineurs, la possibilité de créer des fondations universitaires, l'obligation faite aux établissements de rendre publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants, la mise en place d'une vraie politique de recherche sur projet et les bases d'une logique d'évaluation des établissements. À cette loi relative aux libertés et responsabilités des universités se sont ajoutées les lois de finances qui marquaient la priorité budgétaire donnée à l'enseignement supérieur. 5 milliards d'euros supplémentaires de 2008 à 2012 furent promis et accordés à l'enseignement supérieur. Parallèlement, dès 2007, la vente d'une partie du capital d'EDF était affectée à l'opération Campus pour moderniser les équipements universitaires de nombreux sites, et ce cap a été maintenu tout au long du quinquennat, malgré la crise financière de 2008. Mieux encore, le plan de relance de 2009 a injecté 731 millions dans la recherche et l'enseignement supérieur. Le programme d'investissement d'avenir y a apporté 22 milliards d'euros afin d'apporter un soutien déterminant à l'excellence. Ce programme a été conduit sous la forme d'appels à projets sélectionnés par des jurys internationaux selon des modalités qui sont aujourd'hui, je crois, reconnues par la communauté scientifique dans son ensemble. Et je veux insister sur un point parce que c'est presque historique. Jamais, sur aucun dossier, je ne me suis permis d'influencer ou de court-circuiter ces jurys internationaux qui mettaient un terme aux pratiques clientélistes et électorales qui ont si souvent dispersé nos efforts. Au total, avec 1,49% du PIB consacré à l'enseignement supérieur, la France en 2012 dépassait l'Allemagne, le Royaume-Uni et la moyenne européenne, et elle était sur la bonne trajectoire pour atteindre la moyenne de l'OCDE qui est, je crois, à 1,59%. Depuis 3 ans, cette dynamique a été freinée. Il y a d'abord eu la loi Fioraso de 2013. J'ai apprécié que, contrairement à ce qui s'est passé dans de nombreux autres secteurs, cette loi ne revienne pas sur l'essentiel de la loi de 2007. Cependant, elle a bridé la dynamique initiale en alourdissant la gouvernance du système, conseils d'administration plus nombreux, création d'un second organe de gestion à la mission incertaine, le conseil académique, énième refonte des regroupements sous la forme de communautés d'universités et d'établissements, avec parfois, comme l'a justement regretté Valérie Pécresse, des mariages forcés. On a préféré faire passer les structures avant les projets. Chacun en a mesuré les conséquences. Ces dernières années ont été consacrées dans les établissements à d'interminables discussions d'organisation. Au détriment de la concrétisation des projets de recherche, elles ont provoqué une lassitude certaine des acteurs de terrain.
Quant à la priorité budgétaire, elle a été largement rognée. Après la baisse des dotations de l'Agence nationale de la recherche, l'effondrement des crédits des contrats de plan État-région, les établissements d'enseignement supérieur ont découvert un mode de répartition budgétaire inédit. Les universités et les écoles d'ingénieurs bien gérées, celles qui avaient fait des économies grâce à une gestion sérieuse pour investir et, par exemple, réaliser des travaux ou lancer de nouveaux laboratoires de recherche, ont été ponctionnées de 100 millions d'euros. J'avais, au printemps dernier, protesté contre cette décision arbitraire qui vient briser l'idée même d'autonomie des universités et la responsabilité de leur budget. J'ai entendu la semaine dernière le Premier ministre s'engager à ne pas faire de pareilles ponctions en 2016. Je m'en félicite et je souhaite que cet engagement soit tenu. Le bilan étant soldé, quel avenir pour l'enseignement supérieur dans notre pays? D'abord, je voudrais faire une remarque générale. Je crois que nous ne devons pas concevoir la diversité de notre enseignement supérieur comme un handicap, mais comme une richesse. Universités, classes préparatoires, grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, établissements d'enseignement supérieur privés doivent concourir à un même objectif d'excellence. Il faut assumer l'idée d'une pluralité des acteurs et d'une géométrie variable du paysage de l'enseignement supérieur en France. Il ne s'agit pas de consacrer un enseignement à plusieurs vitesses, il s'agit d'expliquer que le modèle unique ne correspond plus à la réalité, si tant est d'ailleurs qu'il ait pu exister par le passé, et qu'il est absurde de le faire survivre selon une logique uniforme dans près de 90 établissements présents en France. Il faut arrêter de faire croire que toutes les universités font la même chose, celles qui développent une recherche à un niveau mondial et celles qui travaillent dans des villes moyennes pour amener leurs étudiants au niveau licence et les insérer professionnellement. Le ministère doit accompagner les unes et les autres pour qu'elles offrent ce qu'elles ont de meilleur, mais les choix stratégiques, c'est l'établissement qui les fait, aidé en cela par l'État et appuyé par les régions ou les métropoles. Pour l'avenir, il faut, selon moi, parachever l'autonomie en l'amplifiant. Le premier sujet, c'est celui de l'orientation et de la sélection. Sur ce thème, le débat se déroule de manière irraisonnée et crispée. On est en plein dans la France des tabous. Alors que beaucoup d'organisations universitaires font de la sélection un casus belli, les étudiants et leurs familles privilégient les filières sélectives, les classes préparatoires, les grands établissements, les IUT, les BTS, les formations de santé. Ces filières attirent la moitié des bacheliers généraux. Or, ces filières emportent de fortes distorsions d'orientation au détriment des filières universitaires classiques, marquées par un terrible taux d'échec des bacheliers en fin de première année, qui, si mes chiffres sont exacts, frôle les 59%. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'observation de la Fondation Terra Nova. Je la cite: « La victoire des opposants à la sélection est une victoire à la Pyrrhus qui nuit au développement d'une offre universitaire démocratique et de qualité. L'État a le devoir de garantir l'accès des bacheliers à l'enseignement supérieur, ce qui ne veut pas dire le droit d'accéder à n'importe quelle formation, à n'importe quel diplôme de l'enseignement supérieur et d'y accéder indéfiniment. Parmi les récentes propositions que j'ai formulées pour l'enseignement scolaire, il y en a deux que je souhaite citer parce qu'elles ont des incidences sur l'entrée dans l'enseignement supérieur. La première, c'est de revoir l'organisation de notre baccalauréat général et technologique. Pas seulement pour simplifier son organisation, mais pour revaloriser son contenu. Si le baccalauréat continue à être délivré sans exigence forte, il deviendra un parchemin sans valeur. Le bac ne pourra plus permettre l'accès de tous à l'université s'il conduit plus de la moitié des étudiants à l'échec. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé de prévoir non pas 10 ou 11, mais 4 épreuves terminales au baccalauréat, une en français et 3 dans d'autres disciplines, de sorte que ces épreuves, plus solides par leur niveau et comptant pour 60% des résultats, portent sur des disciplines qui intéressent le plus le lycéen dans sa préparation à l'enseignement supérieur. Et on pourrait parfaitement imaginer que les universités fassent connaître, pour leurs différents parcours de licence, les épreuves qu'elles recommandent vivement de choisir au baccalauréat. Elles pourraient alors, dans les filières dites en tension où se présente un très grand nombre de candidats,
non pas recevoir des élèves tirés au sort par des ordinateurs, mais retenir ceux qui se sont préparés dès le lycée à la voie de l'enseignement supérieur pour laquelle ils postulent et qui, en même temps, montrent l'envie et le talent nécessaires pour réussir. La seconde proposition consiste à confier aux régions la totalité de l'enseignement professionnel, c'est-à-dire les lycées professionnels et l'apprentissage. D'abord parce qu'elles sont mieux placées que les rectorats pour analyser et connaître les besoins d'emploi sur le territoire, et deuxièmement parce que je pense qu'il faut réunir dans une seule main la gestion de l'ensemble de ces outils d'apprentissage, de formation professionnelle, d'enseignement professionnel. Les régions auraient donc notamment la responsabilité de préparer des jeunes au bac professionnel, qui doit rester un bac d'insertion directe dans la vie professionnelle. Si les régions estiment alors que certains des bacheliers professionnels peuvent aller plus loin, elles pourraient, en liaison avec les branches professionnelles, rénover complètement certaines sections de techniciens supérieurs, de sorte que ces bacheliers puissent, par une formation adaptée, obtenir un BTS et en rester au niveau T que l'Institut Montaigne propose de créer à côté du LMD. De son côté, l'État devrait opérer une vraie politique de requalification de la formation en BTS, parce que nos entreprises, mais aussi nos administrations et le secteur médico-social ont besoin plus que jamais de techniciens supérieurs. Nous avons au total 180 000 places en première année de STS et d'IUT pour 130 000 bacheliers technologiques. Si la continuité des parcours entre le lycée et l'enseignement supérieur était mieux organisée, nous devrions pouvoir permettre à ces jeunes d'aller plus facilement vers la voie du succès et de l'emploi. Les universités, quant à elles, doivent pouvoir librement créer des filières d'excellence. Je propose que l'État ne puisse plus s'opposer aux universités qui souhaitent créer dès la licence, en plus des formations généralistes, des parcours d'excellence nécessairement sélectifs. L'université, de son côté, devra développer ses IUT et ses licences professionnelles avec pour objectif une insertion professionnelle rapide, par exemple en privilégiant l'apprentissage. J'en viens à l'entrée en master. Il faut être cohérent, le système LMD n'est pas conçu pour qu'un étudiant fasse un demi-master, mais bien pour proposer une formation le conduisant en 2 ans au grade de master. Dès lors, l'entrée en master doit être ouverte d'une part à des étudiants dont le parcours et les résultats précédents révèlent incontestablement des qualités pour continuer, et d'autre part à des personnes qui ont une sérieuse expérience professionnelle. C'est la raison pour laquelle je propose que chaque université soit libre de fixer ses règles d'admission pour l'entrée en master, donc dès l'entrée en 4e année. C'est aussi dans le cadre du master qu'il faudra résolument offrir davantage de formations par la voie de l'apprentissage, notamment pour la formation des enseignants du premier et du second degré. De plus, comme le préconise le récent rapport Monthubert-Béjean, un diplômé de master devra maîtriser couramment une langue étrangère en ayant atteint le niveau C1 du cadre européen. Quant au doctorat, il doit rester un marqueur de la très haute qualité scientifique de son titulaire et permettre l'accès aux plus éminentes responsabilités dans le secteur privé comme dans l'administration. Les docteurs doivent être encouragés financièrement à créer des entreprises innovantes. La haute fonction publique doit se diversifier en accueillant davantage de docteurs, comme c'est le cas d'ailleurs chez pratiquement tous nos voisins. La France produit chaque année 14 000 docteurs reconnus dans le monde pour leur qualité exceptionnelle. Elle doit se fixer comme ambition d'augmenter ce chiffre d'au moins 30% d'ici à 10 ans. Le deuxième sujet, c'est celui du financement. L'augmentation du financement de l'enseignement supérieur est absolument nécessaire. Elle doit se faire à travers 3 voies. La première, c'est le maintien, si possible l'augmentation, de la part de l'État. Mais chacun sait que ça ne peut pas être la seule solution au financement de nos universités. Cette augmentation devrait viser 2 priorités, l'amplification des programmes d'investissement d'avenir pour financer de nouvelles équipes et les projets les plus prometteurs, ainsi que la revalorisation des salaires des maîtres de conférences débutants si nous ne voulons pas les voir tous partir à l'étranger, ce qui en soi n'est pas mal, mais à condition naturellement qu'ils reviennent, ce qui est de moins en moins souvent le cas. La deuxième voie, c'est le soutien du secteur privé.
Les instruments existent, ils doivent être pérennisés, améliorés, encouragés. Je pense évidemment aux fondations, aux fonds de dotation, aux chaires d'entreprise, et s'il le faut, adapter dans le sens d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande liberté contractuelle. La troisième voie de financement, ce sont les ressources des universités. Les établissements doivent devenir propriétaires de leurs bâtiments, pouvoir les louer quand ils ne sont pas utilisés, fixer librement les tarifs d'inscription aux enseignements hors formation initiale, formation continue et université d'été notamment, fixer librement dans le cadre de leur politique internationale les droits d'inscription demandés aux étudiants étrangers non communautaires. Pour les autres étudiants français et européens, je le dis clairement, il est absurde, en tout cas dévalorisant pour l'université et pour la haute idée que nos concitoyens doivent se faire de l'éducation et de la science, qu'une inscription annuelle en licence représente pour un étudiant une dépense inférieure à un abonnement de smartphone. J'ai noté avec intérêt la proposition de l'Institut Montaigne d'augmenter progressivement les droits en licence avec un objectif de 500 € par an, tout en continuant à en dispenser les étudiants boursiers. Ce serait un premier pas vers une prise en charge plus grande des frais de scolarité à partir de l'entrée en master. Il n'est pas question de se lancer comme outre-Atlantique dans un système où les universités réclament un montant astronomique qui fonde leurs jeunes diplômés des personnes débutant dans leur vie professionnelle en étant déjà surendettés, mais il y a des limites. L'école centrale demande à ses étudiants des frais de scolarité de 1 850 €, alors que les universités ne peuvent exiger en master que des droits de 256 €. Je propose que les universités aient la liberté de fixer les frais de scolarité applicables aux étudiants préparant les diplômes nationaux de master et de doctorat. Les universités pourraient fixer ces frais dans le cadre d'une fourchette qu'elles annonceraient à l'État lors de leur demande d'accréditation des masters, procédure d'accréditation qu'il faudrait d'ailleurs alléger, et naturellement les boursiers seraient exonérés de ces frais de scolarité. Le troisième sujet, c'est celui de la gouvernance. Je crois qu'il faut éviter que nos établissements repassent des années à fabriquer des structures et à réécrire des statuts. Soyons concrets, je suis favorable, ce n'est pas nouveau d'ailleurs, à ce que les universités qu'ils souhaitent puissent déroger aux règles générales et expérimenter des dispositifs nouveaux, par exemple un président non universitaire ou une plus grande participation des milieux économiques au conseil d'administration, ou un recrutement de moins de professeurs à statut de fonctionnaire et de plus d'enseignants contractuels, ou encore la modulation des salaires de leurs enseignants en fonction de leur travail d'enseignement, de recherche et de leur part dans l'accompagnement et l'insertion professionnelle des étudiants. C'est une vieille obsession chez moi, puisque j'ai fait voter en 1993 une loi qui permettait tout cela et qui avait été annulée en totalité par le Conseil constitutionnel. Et donc, elle n'a jamais vu le jour. Je pense que si elle avait vu le jour, on aurait pu progresser tranquillement, sans les secousses que nous avons connues, et améliorer de façon expérimentale le fonctionnement de notre système universitaire. Il n'est jamais trop tard pour essayer de bien faire. Parallèlement, il faudra alléger la structure ministérielle pour qu'elle soit plus stratège et plus opérationnelle. Le rôle de l'État est triple: accréditer les diplômes nationaux, répartir le financement public et veiller à une politique de site permettant sur le territoire la mixité universités, grandes écoles, organismes de recherche. L'État n'a plus à se perdre dans de multiples tâches bureaucratiques qui portent atteinte à la liberté d'action des universités et des grandes écoles. La politique d'autonomie doit composer avec la logique de subsidiarité. Il faudra donc transférer de la rue Descartes aux établissements des cadres, des administrateurs civils en particulier, vers les établissements qui pourront apporter leur expertise au service administratif des universités afin de mieux gérer leur personnel et leur budget et de s'intégrer dans le territoire. C'est la logique même du mouvement d'autonomie qui a été engagé et sur lequel j'ai compris que finalement personne ne voulait réellement revenir. Mais les contreparties de l'autonomie existent et elles ne doivent pas être oubliées. C'est le contrôle budgétaire, celui de l'utilisation des fonds publics qui incombe au ministère et au recteur, et c'est aussi l'évaluation. L'évaluation des établissements d'abord. Cette évaluation doit porter sur les trois composantes de l'établissement: la formation et l'insertion professionnelle, la recherche et la gestion. Menée par le Haut Conseil de l'évaluation,
L'évaluation doit emporter des réelles conséquences, et notamment le niveau de financement public. Lorsque l'évaluation n'est pas bonne, l'objectif, ce n'est pas de se lancer dans des opérations de sauvetage hasardeuses, mais d'en tirer les conséquences. Évaluation des enseignants ensuite. L'idée de faire évaluer les enseignants par leurs pairs est admise par tous. Ce sont plutôt les conditions de l'intervention des pairs qui méritent débat, et en particulier leur mode de désignation. En France, les évaluateurs ne sont pas choisis en fonction de leur qualité scientifique, mais du score obtenu par le syndicat qui les a désignés sur une liste pour les élections au CNU. Je propose de laisser dorénavant les universités choisir leurs enseignants, fonctionnaires et contractuels, gérer leur carrière. Toutefois, elles devraient respecter deux règles afin de garantir la qualité de la personne nommée pour la première fois aux fonctions de maître de conférence ou de professeur. L'université devrait recueillir un avis favorable d'une autorité indépendante. Le Haut Conseil de l'évaluation pourrait voir dans cette perspective ses compétences élargies. Et la seconde règle serait de nature éthique. Un maître de conférence ne pourrait pas être promu immédiatement professeur dans son université d'exercice. Cette mesure favoriserait d'ailleurs la mobilité indispensable dans une carrière académique. Il reste, mesdames et messieurs, un sujet immense à traiter et que je ne vais pas traiter. Plutôt je vais vous adresser la question, et qui est celui des questions pédagogiques. Comment enseigner, comment transmettre un savoir de haut niveau et le goût de la recherche à une population étudiante qui a considérablement changé en un quart de siècle et qui vit avec la révolution numérique? Je vous soumets cette question en ayant la certitude que l'enjeu est entre les mains de la communauté universitaire, et avant tout entre les mains de la communauté universitaire. C'est à elle de choisir la façon de moderniser ses méthodes de travail, ses méthodes d'enseignement, avec l'appui du numérique. Ça peut être évidemment une chance formidable pour réorganiser la transmission des savoirs, pour optimiser les coûts de fonctionnement de notre système éducatif. Je voudrais simplement en conclusion vous dire que notre pays devrait se fixer comme ambition d'être la première puissance européenne dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas un objectif totalement farfelu quand on regarde la réalité de nos atouts démographiques en termes de formation, d'excellence, de nos services publics, de nos infrastructures, et je pourrais continuer comme ça longtemps la liste. Il nous manque 3 choses pour y parvenir. La première chose, c'est le goût de la vérité. Dans l'enseignement supérieur, comme dans bien d'autres domaines, il faut faire tomber les tabous et il faut faire tomber les dogmes qui nous empêchent de réformer ce qui doit l'être, sans nous raconter d'histoires sur nos handicaps et sans craindre de nous comparer à nos concurrents. Ensuite, il nous manque le goût de la liberté, qui va de pair avec celui de la responsabilité. Dans tous mes contacts avec les Français, y compris avec des enseignants et des chercheurs, j'entends le même appel à moins de contraintes et à moins de hiérarchie superflue. Il y a au sein du peuple français une demande d'oxygène, de liberté pour agir. Et je pense que ça peut être un formidable tremplin pour obtenir l'objectif que je viens de fixer, en changeant le pays de l'intérieur, non plus seulement du sommet, comme on l'a fait si souvent dans le passé, sans résultat décisif. Reste enfin un troisième sujet qui m'est cher et sur lequel je voudrais conclure, c'est celui du goût du progrès. Et ce n'est pas un sujet qui est éloigné des préoccupations qui sont naturellement celles de l'université, de l'enseignement supérieur et des chercheurs que beaucoup d'entre vous ici êtes. Aujourd'hui, tout ce qui touche au progrès est suspect. Tout rapport avec le futur est présumé hérétique. Et nos chercheurs eux-mêmes sont priés de respecter la frontière du risque zéro. On nous a appris à avoir peur de tout. Nous sommes tombés dans le chaudron de la précaution. Eh bien, je pense que ça n'est pas avec ce fardeau-là que nous pourrons affronter le XXIe siècle. Comment est-ce que nous pourrions gagner la bataille mondiale du savoir, développer les technologies du futur, relancer la croissance, conquérir des marchés nouveaux, si on se complaît dans la peur de l'avenir? Cette peur est mortifère et elle est viscéralement contraire à l'esprit français qui, tout au long de son histoire, s'est révélé créatif et téméraire. Et donc je pense qu'au cœur de notre sursaut, il y a cette volonté de progrès que je ne peux pas dissocier de notre ambition universitaire et scientifique. Je vous remercie.